Je te présente rapidement, après je te laisserai faire, tu le feras probablement beaucoup mieux que moi. Cécile, moi je l'ai rencontrée à travers ses livres, puisqu'elle a écrit, si je me trompe pas, 14 livres, à peu près, Oui, plus à ou peu moins. près. Donc moi, je l'ai Euh, connue à travers ce livre, Ma Bible de la psychologie positive, qui est vraiment un livre, un gros livre rempli d'informations hyper intéressantes. Et il y a également des petits livres que je trouve intéressants, comme ça, là, les petits cahiers. Donc là, c'est pour les adultes de pensée positive et la version parents pour accompagner les enfants. Alors ça, c'est plein de choses très pratico-pratiques, justement, pour ancrer la psychologie positive dans notre quotidien. Euh, donc voilà, donc, je te laisse te présenter à ton tour. Vas-y. Déjà, ça fait une belle entrée en matière, je te remercie. Donc au départ, je suis psychologue aussi, et donc ça fait 20 ans à peu près que je suis psychologue, mais très rapidement, j'ai exercé en cabinet et très rapidement, j'ai développé beaucoup d'autres activités. Donc maintenant, je suis plutôt une rêveuse entrepreneuse. J'ai des rêves plein la tête pour contribuer à un monde meilleur, et j'entreprends pour les réaliser. Donc j'ai un centre de formation pour les psys, les coachs, les thérapeutes, et notamment pour les former à la psychologie positive, parce que pour moi, c'est un courant que tous les professionnels devraient connaître et intégrer dans leur pratique, quelle que soit l'approche. C'est complètement intégrable dans tout type de démarche. Aussi, comme j'aime écrire, donc ça fait aussi plus de 15 ans que j'écris. J'ai une quinzaine de livres. Au bout d'un moment, on m'a aussi posé des questions pour aider à accompagner les personnes à écrire. Donc, j'ai aussi une casquette coach-auteur, et maintenant, j'ai même carrément créé une maison d'édition pour éditer ces livres inspirants pour le monde. Donc, ça me touche beaucoup de contribuer aussi au fait que des personnes réalisent leur rêve déjà d'écrire, mais en plus, un rêve qui contribue au monde. Donc, ça, je trouve ça génial. Et moi, si je peux aider, hop. Donc, voilà, entre autres. Et puis après, dernièrement, j'ai aussi créé un club pour réunir les femmes entrepreneuses qui veulent changer le monde. Donc d'autres femmes comme moi, et les aider elles aussi à contribuer à leur niveau dans plein de types d'activités professionnelles qui contribuent à un monde meilleur. Donc dans tous les cas, j'ai cette dynamique de psychologie positive qui m'accompagne dans tous les projets professionnels, autant que dans tous mes domaines de vie. Et c'est fondamental, Oui, c'est c'est ça. la base, c'est mon Et c'est credo, ça que je quoi. trouve Donc super intéressant, c'est voilà. qu'à la fois tu transmets autour de ça, tu formes et tu l'incarnes pleinement à la psychologie positive. Et c'est aussi ça qui te permet de faire autant sortir de terre tous ces projets-là. C'est ça qui est passionnant. Je ne serais pas là sans toutes Mm. ces démarches de psychologie Mm. positive, dans toutes ces pratiques régulières de psychologie positive. Et maintenant, de plus en plus naturellement, hein, je ne fais plus d'efforts, mais au début, j'ai appris, j'ai développé, j'ai testé, j'ai pratiqué. Maintenant, Mm. ça fait partie de moi. Je réfléchis plus, j'avoue, hein, Ouais. mais oui, ça fait Est-ce que partie de tu moi. peux nous C'est définir exactement justement ça. la psychologie positive? Parce que c'est pas toujours facile, je trouve, à Bien sûr. définir. Et il y a beaucoup de confusion, je trouve, autour de Non, cette discipline de la tout à psychologie. fait. Justement, déjà, c'est bien de comprendre que c'est une discipline de psychologie. Et donc, la psychologie, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment tout ce qui est recherche scientifique sur le comportement humain, l'analyse du comportement humain, et donc de façon générale. Et après, il y a des branches de psychologie. Et donc, il y a la psychologie de l'enfance et la psychologie du développement, ça s'appelle. C'est des intitulés, hein, on va dire, dans notre société, dans notre France même, parce que dans les autres pays, je ne sais pas si ça a les mêmes noms, mais nous, c'est comme ça qu'on les appelle. Et psychopathologie, c'est les maladies mentales, par exemple. Et psychologie positive, ça va être l'étude de tous les comportements qui participent au bon fonctionnement individuel, collectif, sociétal et mondial. Donc, jusqu'à les années 2000, on s'intéressait uniquement en psychologie à l'étude des comportements qui dysfonctionnent. Donc, c'est-à-dire pourquoi les gens sont malheureux, pourquoi ils sont en dépression, pourquoi les couples se séparent, pourquoi les enfants échouent à l'école, pourquoi au travail il y a des conflits. Et donc, c'était déjà hyper intéressant. Donc, c'est très complet, mais à un moment donné, on s'est posé la question, des chercheurs, voilà, on se sont dit, mais et si on s'intéressait à l'autre face de la médaille aussi, à chercher pourquoi certains réussissent plus que d'autres? Pourquoi les enfants réussissent dans les mêmes conditions que d'autres? Pourquoi certains couples parviennent à durer aussi longtemps et à s'épanouir dans le temps? Pourquoi certaines personnes, Oui, comme les zones bleues, je ne sais tous pas les si tu hommes as de déjà entendu parler, centenaire. si vous parlez, mais des endroits où il y a des centenaires qui sont en pleine forme et très heureux, C'est ça. au-delà Et d'être vivants, en ils sont pleine aussi santé. heureux. Mm. Et c'est ça qui est génial. Deux, quoi. Il y a et la pleine santé et la pleine joie, quoi, de vivre. Et donc ça, c'est pas à tout le monde dans toutes les sociétés. Donc c'est C'est ça. étudier qu'est-ce qui fait que eux parviennent à ça, et ensuite en extraire des informations déjà pour comprendre, mais après des pratiques à tester. Et donc là, il y a d'autres chercheurs qui après testent des pratiques pour les valider, pour vérifier que c'est pas juste le hasard. Et non, il faut vraiment tester avant de dire que en faisant Mm. ça, on obtient tel résultat. Et le fait de
sur des grandes populations à grande échelle. Et on a des résultats qu'on appelle pas à 100%, mais qui sont significatifs. Donc, c'est-à-dire que si on a, je sais pas, même 40% de personnes qui ont un résultat positif suite à une pratique, on dit que c'est plutôt encourageant et que ça peut valoir le coup de tester. Donc, du coup, c'est comme on essaye de valider dans la science de la psychologie positive des pratiques du quotidien qui peuvent nous aider à être plus heureux, puisque ça reste quand même le but de la psychologie positive, contribuer à un meilleur épanouissement individuel, donc de chacun, collectif, donc ça peut être dans le couple, dans la famille, avec nos enfants, dans l'éducation, mais aussi au travail ou dans les institutions, dans les pays et dans le monde, donc à tous les niveaux. Mais le but quand même, ça reste comment on peut faire pour être plus heureux et mieux vivre tous ensemble en fait. Donc c'est pour ça que ça passionne tout ça. Et c'est vrai que la psychologie, telle qu'on a l'habitude de la pratiquer et telle qu'elle est enseignée la majorité du temps, c'est mettre le regard sur ce qui dysfonctionne et essayer de comprendre pourquoi ça dysfonctionne, donc les causes des dysfonctionnements. Mais on regarde malheureusement pas encore assez, même si justement petit à petit, ça vient et tu y contribues largement. Du coup, c'est voilà, regarder ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont heureux, qu'est-ce qui leur permet ça. Et ce qui est, c'est vraiment appuyé, vraiment d'un point de vue scientifique, parce que des fois j'entends des gens dire mais oh, c'est juste comme ça, mettre des lunettes roses et c'est tout. Non, c'est validé scientifiquement par de nombreuses études. C'est tout aussi sérieux que de regarder les causes de quelqu'un qui va pas bien ou d'un enfant qui est en échec scolaire, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant réussit? Il y a des choses qui reviennent. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Et c'est hyper complémentaire. Il y a une recherche qui est basée sur la différence entre la psychologie positive et la pensée positive. Et ça, déjà, je trouve que ça permet de clarifier parce que souvent, les personnes font l'amalgame entre oui, mais il suffit pas de dire que tout va bien, la vie est belle, de se mettre des œillères. Ça, c'est pas la pensée positive. Ça n'existe pas. Personne ne pense comme ça. En vrai, je sais pas, c'est une espèce de croyance collective, mais en fait, personne ne vit comme ça. Ceci dit, la pensée positive, c'est une méthode au départ qui est de se répéter des autosuggestions positives en se disant si je le répète, au bout d'un moment, ça va marcher. Donc, allez, ça va bien se passer, je suis heureux, je suis épanouie, tout va bien, je suis en forme, etc. Le matin, dans son miroir. Donc, les affirmations positives, c'est une pratique connue. Eh bien, il y a eu une recherche de psychologie positive, puisque oui, plusieurs personnes pratiquaient ce genre de méthode-là. Ils voulaient vérifier que c'était valable pour tout le monde. Bah, heureusement qu'il y a ce genre de recherche, parce que le résultat était très intéressant. C'est que oui, cette pratique a du bénéfice sur des personnes qui, au départ, se sentent relativement bien. Et donc, elles répètent des affirmations pour renforcer un mieux-être. Elles sont déjà en forme, elles se disent, allez, aujourd'hui, je vais être en pleine forme. Et du coup, ça renforce quelque chose qui est déjà présent. En revanche, si une personne au départ n'est pas bien et qu'elle se dit des phrases auxquelles elle ne croit pas et qui sont contraires à ce qu'elle se ressent, et ben là, ça a l'effet pervers d'avoir l'opposé comme résultat. Donc, si je suis fatiguée, que j'ai une journée horrible et que je me dis, allez, j'ai une belle journée qui m'attend et qu'en fait, là, je suis dans cette énergie de non, ça va pas. Et ben, là, du coup, mon corps, il est dans une énergie de stress, il va créer des. Dans la psychologie positive, il y a aussi toutes les neurosciences, parce que c'est tout type de sciences. Donc, les hormones, quand on répéter les hormones, des phrases positives qu'on va bien, on augmente le taux de sérotonine, enfin voilà, les hormones du bien-être et du bonheur. Par contre, quand on se répète des phrases auxquelles on ne croit pas, on va augmenter les hormones de stress, ce qui a l'opposé total du bien-être en fait. Donc oui, aux pensées positives, mais que à celles auxquelles on croit. Et là, par exemple, une nouvelle pratique. Oui, vous pouvez pratiquer des affirmations positives à partir du moment où vous dites des phrases qui vont renforcer ne serait-ce que le tout petit peu de positif qui est déjà présent. Donc, même si je suis fatiguée, c'est aujourd'hui, je vais mettre l'intention d'être dans la meilleure forme possible. Déjà, il y a une subtilité, il y a une autre dynamique. Je vais faire de mon pour. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que je n'y arriverai pas. Mais le fait de poser l'intention, oui, ça va marcher, c'est mieux. Mais si je me dis, je vais être en pleine forme, alors qu'à ce moment-là, je ne le suis pas, bah, ça ne marchera pas. Donc, c'est des subtilités comme ça. Mais moi, c'est ça que je trouve ça intéressant avec la science, c'est que ça évite de faire n'importe quoi avec des outils parce qu'on dit que. Voilà. Donc, je trouve que c'est important pour moi, l'aspect scientifique de cette approche-là, qui vient prouver, pour pas qu'on fasse des erreurs, nous, en tant que praticiens, en se formant à des pour vérifier ce que ça peut donner en vrai derrière et des fois faire du on essaye de faire du bien. Complètement, et ça rejoint l'accueil des émotions aussi. Si on n'est vraiment pas bien et qu'on se répète mais si je vais bien, là on est dans le rejet de l'émotion, donc elle fait encore plus de bruit pour se faire entendre. Et du coup, c'est contre-productif. C'est oui, je vais pas bien, c'est ok, j'ai le droit de pas bien aller, et comment je me mets en marche pour aller un petit peu mieux, mais dans un second temps. Et d'ailleurs, la psychologie positive et la gestion des émotions, puisque en fait, quand on réfléchit, la psychologie positive, elle est transversale à toutes les analyses de comportement et tous les domaines de recherche. Mais en fait, dans tous les domaines de recherche, l'objectif est
focaliser sur l'aspect qui va aller vers du positif. Et donc, par exemple, toutes les recherches faites autour des émotions, donc sur la gestion des émotions, notamment l'intelligence émotionnelle, qui a tout un volet avec toute une panoplie de compétences émotionnelles. Là, il y a beaucoup de recherches de psychologie positive maintenant qui sont faites. En plus, recherche comment éviter le stress, comment éviter la peur, comment se remettre de l'angoisse, etc. Maintenant, on cherche aussi quelles sont les émotions positives les plus contribuantes à notre bonheur, comment on peut les stimuler davantage. On a identifié 3 facteurs dans les émotions qui sont importants, c'est la durée, donc la durée du son rythme, sa fréquence et son intensité. Et donc, en psychologie positive, on apprend à accueillir, comme tu le disais, et ne pas mettre des œillères, contrairement aussi, là aussi, à ce que les gens pensent quand on est en psychologie. Dans une démarche positive, on nie les émotions négatives, pas du tout. On apprend à les identifier, les observer, les accueillir et les gérer le mieux possible. Mais par contre, que toute son émotion et gérer ce qui ne va pas. On renforce aussi son attention et son intention à augmenter la durée, la fréquence et l'intensité des émotions les plus agréables pour nous. Donc, c'est hyper intéressant aussi de mettre du temps et de l'énergie sur ça. Alors, souvent, on met que du temps à « Ah, je suis stressée, tu n'auras pas une méthode pour arrêter d'être stressée. » Alors, il faut quand même trouver. Mais en fait, comme on ne peut pas avoir 2 émotions opposées exactement au même instant, alors dans une journée, on peut avoir toutes les émotions, mais à l'instant présent, dès que j'ai la joie qui vient, elle amenuise forcément la tristesse sur l'instant présent. C'est impossible d'avoir les 2 en même temps. Et donc, du coup, plus je vais développer la joie, forcément, plus je vais minimiser ma tristesse. Donc, plus je cherche à développer ma paix, mon calme, ma sérénité, j'ai de stress. Et c'est vachement plus apaisant de se dire « Ah, comment je vais être sereine aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour me faire du bien ?» plutôt que « Ah, comment je vais me débarrasser de ce stress, j'en peux plus. » C'est juste une intention un peu différente. C'est une posture différente. Mais le point de départ de toutes les approches de l'émotion est le même. C'est déjà d'écouter ces émotions, de les identifier le mieux possible. Voilà. Mais souvent, on a tendance à ne pas faire attention aux émotions agréables. Et d'ailleurs, quand on pose la question, vous pouvez vous poser la question, si ceux qui nous regardent, citez-moi des émotions négatives, il y en a plein. Les gens ont plein d'idées en tête. Citez-moi des émotions positives, il y en a 3-4. Souvent, c'est les mêmes. D'ailleurs, même dans les classements des émotions, et moi, je me rebelle un peu contre ça, d'ailleurs, souvent, il y a 3 pour une positive. C'est la peur, colère, tristesse contre la joie, quoi, hein, même dans le dessin animé des émotions, etc. Il n'y a pas que la joie, en fait, il y a plein d'autres émotions, mais on a souvent tendance à ne pas mettre d'attention, mais c'est culturellement, hein, c'est pas, voilà, on fait pas, même les chercheurs et tout ça, c'est juste comme ça. On n'avait pas encore l'habitude de mettre de l'attention sur le fait qu'il y a une déclinaison de dizaines d'émotions positives avec plein de subtilités qui sont toutes tellement incroyables. L'émerveillement, la joie, le plaisir, l'amour, la gratitude, l'enthousiasme, l'énergie, la curiosité. Voilà, derrière tous ces tempéraments, il y a des formes d'émotions aussi. Donc voilà, c'est tout ça qui est passionnant à explorer et encore plus avec nos enfants dès le plus jeune âge. Pour revenir à notre sujet, c'est que et comment on fait justement en fait, pour développer la psychologie positive dans notre vie de parents, dans notre quotidien de parents, parce que des fois on a envie de bien faire, puis on est pris dans les fameux il faut, je dois. Ouais. Comment on fait dans les vraies vies en fait pour appliquer la psychologie positive quand on est parent? Ouais, déjà la première base c'est de se l'approprier à soi-même. On dira jamais. Évidemment, la première chose qu'ils apprennent, c'est à reproduire le modèle de leurs parents. Alors ça, je ne dirai jamais assez, mais le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est prendre soin de J'adore entendre, je passe mon temps à dire ça. Prendre soin de soi, c'est pas égoïste, c'est un investissement de temps et presque une responsabilité quand on est parent de prendre soin de soi pour être disponible ensuite pour nos enfants. On peut s'épanouir s'il voit ses parents tristes, dépressifs, machin, et qui se sacrifient pour eux. Alors certes, ils sont là, ils sont à l'écoute, ils courent tout le temps, machin, mais en fait, ils sont pas heureux. L'enfant, il modélise quoi? Il modélise pas la présence du parent. Il modélise son émotion, son état. Et du coup, c'est pas bon pour lui, pour sa propre construction de personnalité, puisqu'on sait bien, un enfant se construit sur le miroir de ses éducateurs, donc un, deux ou plusieurs autres personnes, hein, selon les contextes maintenant, mais tous les cas, voilà, c'est super important. Donc, première chose, c'est prendre soin de son propre bonheur avec toutes les clés qu'on peut avoir de psychologie positive, au niveau des émotions, des pensées, du corps, des comportements, des relations. Donc, là, je pourrais donner quelques petites clés après. Des clés très concrètes, justement, pour que les personnes qui nous écoutent, que ce soit en direct ou après, tu vois, puissent appliquer, avoir un truc très concret, tu vois, pour se dire, tiens, allez, dès aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'attendre demain d'ailleurs, dès aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire?
le b.a.-ba qui en plus peut se modéliser avec après directement l'éducation des enfants, d'abord pour soi et avec ses enfants, donc dans les deux niveaux qui sont importants. Prendre soin de soi, c'est chaque soir prendre le temps de noter 3 éléments positifs de sa journée. Alors par exemple, Florence Servan-Schreiber a écrit le livre 3 kiffs par jour, c'est ce qui l'a rendu cette approche-là. Mais en fait, ça avait vraiment été parmi les premières recherches, c'est que les personnes les plus heureuses ont cette tendance à mettre leur attention sur ce qui va bien dans leur vie au quotidien. Même si c'est pas des grandes choses, c'est des petits bonheurs, c'est des petites reconnaissances. Et en fait, le fait de conditionner notre cerveau tous les jours à mettre de l'attention, à chercher, quand on cherche, on trouve. Ça, je me répéterai aussi jamais assez, mais si vous cherchez les problèmes dans votre vie, vous en trouverez tous les jours. Si vous cherchez des bonheurs dans votre vie, vous en trouverez tous les jours. Ça, c'est une évidence. Mais quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, le fait de poser un temps le soir à se dire, je vais repenser ma journée et je vais réfléchir à quels ont été les bons moments pour moi dans cette journée. Et ça peut être cette petite pause au soleil, là, juste 2 minutes pendant ma journée qui était très intense, fatigante, mais ce moment-là, il était précieux. Puis ce câlin tous les matins avec mes enfants, en fait. C'est tous les matins. Ça devient banal, on n'y fait plus attention. Mais si je l'avais pu, qu'est-ce que ce serait, quoi. Enfin, c'est dingue. C'est de redonner la valeur aussi aux choses du quotidien. Moi, je sais que par exemple, cet exercice, je le fais très régulièrement, on ne peut pas dire tous les jours. Mais à une période, c'est même tous les matins, je me réveillais, ça peut être le soir ou le matin. Tous les matins, gratitude de la veille. Donc, pas forcément que 3, j'en faisais plusieurs. Je refaisais toute ma journée et je me disais, qu'est-ce que j'ai aimé hier? J'ai aimé ça, puis j'ai aimé ça. Et en fait, il y a des choses qui revenaient tous les matins. Donc, tous les matins, j'avais, j'aime toujours les petits bisous avec mes 3 enfants le matin. J'aime toujours le moment où je me couche le soir aussi, je fais des petits câlins. J'aime les chats qui viennent me faire des ronrons. Et tout ça. Et après, il y avait des éléments très spécifiques à chaque journée. Mais il y a cette sensation de gratitude du quotidien qui entretient le bien-être permanent, en fait, de fond. Et du coup, aide à surmonter quand il y a quelque chose qui va moins bien au milieu de tout ça. Parce que souvent, on a tendance à s'habituer. C'est un biais cognitif. En psychologue, on parle comme ça, mais pour les gens, c'est un biais du cerveau. C'est une façon de porter facilement son attention sur ce qui ne va pas, plus que sur ce qui va sur l'autoroute. Tout le monde regarde quand il y a un accident. Personne ne regarde les jolies fleurs sur le bas-côté. Bon, c'est voilà, enfin, pas beaucoup de gens. Mais on est juste comme ça. Et c'est historiquement, plus que d'une façon évolutionniste, c'est vraiment le côté survie au départ. On est câblé comme ça au départ, avoir le négatif pour notre survie. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, il n'y a pas besoin de ça. Notre vie n'est pas menacée. Ouais. Mais ça se retravaille. Et nous, on a un peu notre rôle. Tu parlais de responsabilité, mais je trouve que c'est un peu... C'est-à-dire que si on ne prend pas les choses en main pour rechanger cette façon de penser à notre niveau, on ne le fera pas changer dans la tête de nos enfants, donc des futures générations. Ça veut dire que cette façon d'être toujours sur le négatif va continuer pendant des générations. Donc on peut changer une bascule au-delà de nous et de nos enfants, mais sur l'ensemble d'une population à grande échelle, quoi. Enfin, moi, je suis assez mais je me dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'espère contribuer à mon niveau, pas que individuel, mais au fait de changer une façon d'être de l'être humain sur la Terre, en fait, tout simplement. Mais oui, ça. Et donc, chaque soir, si vous voulez, prenez-vous un petit carnet. Vous voyez, on a tous des petits carnets comme ça, mais j'en ai plein, ils sont beaux, des jolis stylos de couleurs, et on se prend 3 minutes, 5 minutes, c'est même pas long. Et le cerveau, avant de se coucher, de se connecter à ces émotions-là, il va produire en plus des hormones de bien-être. Donc, ça va favoriser le sommeil. Donc, on va être de meilleure forme le lendemain. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. Mais ça commence par, à un moment donné, il faut mettre un premier rituel simple qui va donner après plein d'autres rituels qui vont arriver petit à petit. Et au début, on peut avoir du mal à trouver. Quand on n'a pas l'habitude vraiment et qu'on débute, on peut se dire, oh là, j'ai vraiment une journée pourrie. Là, je me suis engueulée avec mon mari, les enfants, c'était la galère au coucher, au travail, n'en parlons pas. En plus, j'ai été bloquée dans les bouchons. Enfin, quand on commence à être comme ça, on ne voit plus rien. Mais je me dis, ok, j'accueille le fait que ma journée n'était vraiment pas parfaite. Qu'est-ce que j'ai quand même vécu bien aujourd'hui? Si je suis honnête avec moi-même, j'ai quand même toujours vécu au moins 3 choses. Mais si on cherche, on en a pas. Mais ne serait-ce que le moment où je me glisse dans ma couette le soir, j'adore mon lit. Enfin, voilà, est-ce que j'ai un truc comme ça? Ma journée est terminée et là, je vais regarder ma petite série, je vais lire mon petit livre, je vais faire mon petit jeu sur mon téléphone. Mais c'est des petits moments qui sont... Enfin, tout le monde n'a pas ça, en fait. On n'a pas tous cette chance-là. Enfin, et ça aussi, c'est bien de réaliser. Alors, l'idée, c'est pas de se comparer non plus, mais c'est de réaliser que si on ne l'avait pas, eh ben, ça nous manquerait, en fait. Il y a plein de choses qui nous manqueraient. Si j'avais pu l'électricité, quand on n'a plus l'eau ou tout ça, des fois, on se dit, ah, j'ai plus d'eau chaude. On s'en rend compte quand on l'a plus souvent, effectivement. On met notre attention dessus quand on l'a plus, quand ça devient un problème. Et effectivement, on oublie de le regarder quand on l'a. Exactement. Donc,
Ça, c'est la partie pour soi, donc ce qui est déjà essentiel. Et après, avec les enfants, il y a une autre partie qui peut être hyper intéressante. C'est le soir de commencer à le pratiquer avec les enfants, avec des mots simples, évidemment, et de leur demander chaque soir, alors toi, qu'est-ce que tu as vécu de bien dans la journée? Donne-moi les 3 trucs super de ta journée. Et l'enfant, au début, il ne va pas trop savoir, parce que c'est pareil, c'est un truc, quand on n'habitue pas un enfant à penser comme ça, il ne sait même pas se rappeler de sa journée. Il va oublier dans l'instant présent, l'enfant. Ça, c'est vraiment une de ses facultés. Il ne se rappelle pas ce qui s'est passé il y a 5 minutes souvent et il ne pense pas du tout à ce qui va se passer dans 5 minutes. Et c'est chouette. Maintenant, on peut l'habituer quand même à penser à ce qui s'est passé, mais sur le côté positif. Et donc, on va l'aider à construire sa façon de penser au quotidien en tant que futur adulte. Donc, ça commence très jeune. Et donc, commencer le soir, alors nous, avec mon mari et les enfants, très très jeunes, on faisait des moments comme ça de rituel à table. Je sais pas, ils avaient 4-5 ans. Puis on leur disait alors à la maternelle, enfin voilà, à l'école, on disait à l'école quoi. Qu'est-ce que t'as eu de bien? Qu'est-ce qui c'était cool? Ah bah j'ai aimé jouer avec ça. Puis au début, ils savaient pas quoi répondre. Et à la fin, on arrivait à table et c'était alors aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le lendemain, l'enfant, quand il commence à être habitué à faire ça, pendant qu'il vit quelque chose de bien, il se dit je vais pouvoir dire ça ce soir à table. Et donc, en plus, il développe sa pleine conscience de l'instant présent positif. Au moment où il le vit, il prend conscience qu'il vit un moment qu'il aime beaucoup. Et donc, du coup, il en profite encore plus. Donc, rien que ce petit rituel, encore une fois, de quelques minutes en famille, idéalement, même, ça peut être aussi des moments individuels. Ça peut être collectif. Mais dans le collectif, c'est génial, il faut aussi, c'est top. Mais de temps en temps, de le faire en individuel, ça laisse place à certains qui parfois préparent la parole en groupe. Enfin, parce que des fois, il y en a, ils n'osent pas parler dans la famille, il y en a qui prennent plus de place, ou lui, il a déjà dit ça, donc je ne vais pas redire ça. Donc du coup, ça peut être bien quand même d'alterner, d'avoir aussi des moments de complicité avant d'aller au dodo. Lire l'histoire, c'est une première chose, mais on peut aussi prendre le temps pour parler avec son enfant dans les bras, le cajoler pendant qu'on parle, lui faire des petits bisous, des chatouilles, mais discuter et discuter en orientant vers allez, raconte-moi, j'ai trop envie de savoir c'est qui ton meilleur copain. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vas-y, raconte-moi. Et c'est quoi le livre que tu as adoré à l'école? Et c'est quoi la maîtresse? Qu'est-ce qu'elle a dit que tu as adoré aujourd'hui? Et voilà, à quoi tu as joué dans la cour de récré où tu t'es amusé? Et du coup, l'enfant apprend à partager des éléments positifs et non pas simplement rentrer. Parce qu'il y a une erreur que les parents font, surtout quand on grandit avec l'enfant, c'est quand les enfants rentrent d'école, messieurs, dames, écoutez bien, ne faites pas cette erreur. Alors, ça va, c'est bien passé aujourd'hui? T'as pas eu de problème? Ou alors, tu as eu des bonnes notes? Enfin, voilà. Mais on n'est tellement pas sur l'émotionnel, mais c'est surtout le côté. Ah bah, l'enfant, il va être habitué à ne ramener des. Bon, non, je n'ai rien passé de spécial, sauf si c'est passé quelque chose de négatif. Donc, du coup, le du coup, il va jamais rien raconter parce que le positif, on n'a pas l'habitude. Par contre, quand il y a un élément négatif, il va le raconter. Il va avoir de l'intérêt, donc il va apprendre dans ses relations sociales. Quand je parle du négatif, les gens portent de l'attention sur moi et inconsciemment, il va développer ce côté à parler du négatif. Et ça, on l'a tous fait, je pense, à un moment donné, parce que pareil, c'est une culture. Même les médias, ça. Enfin voilà, c'est maintenant le relevé de notes. Qui n'a pas fait de regarder un relevé de notes, de voir 10 bonnes notes et une qui est en dessous de la moyenne, et de commencer à dire bah alors, qu'est-ce qui s'est passé en maths? Ça va pas? T'as eu un problème? Allô, il y a 8 notes qui sont super bonnes, quoi. Et du coup, on dit tellement c'est normal, banalisé, de dire ah, c'est génial, t'as eu un 12 en français, c'est super, et puis 14 en maths, top, et puis le sport, waouh, le sport, c'est cool, tu verras, ça te servira pour ton avenir de bouger, prenez du temps, discutez de toutes les notes, pas que. Ça ne veut pas dire de ne nier, mais mettez pas toute l'attention, encore une fois, c'est ça toujours le point commun, sur ce qui ne va pas. Donc voilà, les petites clés pratico-pratiques du quotidien, mais rien que tous les jours à la sortie de l'école, essayez de tester. Alors, qu'est-ce qui a été le meilleur moment de ta journée au lieu de comment ça s'est passé ta journée, tout simplement. Parce que pour l'instant, il ne saura pas dire autre chose que c'était bien, mais sauf s'il y Et a est-ce que un problème. tu préconises, toi, de partager ce qui s'est bien passé dans nos journées à nos enfants? Complètement, quand on fait à table, les parents aussi participent, ou même à deux, oui, je ne vais pas préciser, mais carrément, évidemment, à la mesure de l'entendable de l'enfant. Je ne vais pas lui dire, je vais faire d'expert comptable sur mon. Je ne vais pas lui dire, j'ai été manipulée par mon patron. Enfin, voilà, ça, il ne comprend pas. Par contre, avec des mots simples, je peux quand même poser. Aujourd'hui, j'ai eu un petit moment un peu difficile dans mon travail. C'est pas tous les jours facile. J'avoue que je me sens un peu agacée. Puis c'est de développer son vocabulaire, donc de nous-mêmes,
autre et de mettre des mots sur les émotions. Ça aussi, c'est là, je me suis sentie un peu stressée. Alors, ça veut dire que j'étais un peu tendue comme ça. Non, c'était pas agréable. Par contre, j'ai eu un moment, c'était j'ai adoré. Bah ce matin, le chat il est venu sur mon lit, il m'a fait des caresses, c'était top. Et le fait de dire ça, l'enfant va se dire, moi aussi il est venu. Ah, ça aussi c'était un moment bien pour moi. Il va apprendre à identifier les moments positifs aussi. Donc, il faut lui donner des exemples. Je trouve ça super intéressant justement de pouvoir partager les moments positifs aussi, nos moments positifs. Des fois, on peut se dire, bon, ça va pas les intéresser, mais juste de nous voir avec de la joie, de l'enthousiasme, généralement, ça les intéresse. Tiens, ils apprennent à devenir adultes, hein, donc c'est vraiment ce truc-là de, tiens, pour les adultes, ça fait important, donc en fait, le ronron du chat peut être important aussi pour un adulte, et ça peut faire du bien, et du coup, ils vont reproduire, effectivement, ils apprennent beaucoup par imitation. Tout à fait. Mais comme pour l'alimentation, on cherche toujours à faire bien manger nos enfants, hein, dès le plus jeune âge, faut qu'ils mangent des légumes, pas trop de sucreries et tout ça. Bon, déjà, on sait bien, le modèle est important. Nous, les parents, est-ce qu'on mange beaucoup de légumes? Est-ce qu'on mange pas du sucre devant eux alors qu'on leur dit... Donc, il y a une cohérence évidemment à avoir. Maintenant, c'est aussi de parler de ça et de parler surtout quand vous avez un légume que vous aimez, pareil, ne banalisez pas, dites-le. Oh, ce soir, on mange des courgettes. Alors, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, c'est mon légume, mes préférés. Et de le dire devant les enfants aussi. C'est tout bête, hein, mais des fois, on oublie des choses normales, en fait. Donc, ne banalisez pas ce qui est normal et bien. Valorisez ce qui est normal et bien, parce que ça mérite de l'être, en fait, d'être mis en lumière. L'enfant, du coup, il intégrera c'est cool, même adulte, on peut manger des légumes et c'est bon et ça fait plaisir, quoi. Alors que on leur légumes, mange tes légumes. Et nous, à chaque fois, quand on arrive chez papy, mamie et qu'il y a des frites, on dit cool, des frites. Enfin, voilà. On n'est pas cohérent dans notre propre discours. Et c'est vrai, on peut le faire, c'est pas grave. Mais par contre, pensez à dire chouette des frites, il y a des haricots, super. C'est toujours cet équilibre finalement que tu mets en avant entre donner le panier négatif évidemment, mais aussi donner la place à tout ce qui est positif. Tout ce qui est là. Et tout ce qui est déjà, qui est déjà bien, auquel on ne porte plus d'attention malheureusement et qui perd sa valeur. Mais c'est comme dans le couple, on dit souvent raviver la flamme du couple. Il n'y a pas forcément besoin de changer beaucoup de choses. C'est souvent reporter son attention sur ce qui est déjà là et qui a perdu de la valeur. On n'y fait plus attention. Ça s'appelle l'adaptation hédonique et en fait on a cette capacité. L'exemple assez simple à ce sujet-là et même pour les enfants, hein, c'est pareil. C'est qu'on donne une glace, tout le monde aime sa glace préférée, on l'aime, elle est trop bonne, c'est cool. Si on lui en donne une fois alors qu'on n'en a pas pris depuis longtemps, même à nous, on va se régaler. Si j'en mange tous les jours, ça va être bon, je vais m'y habituer, je vais être presque dépendant, hein, parce que voilà. Si on m'en donne tous les repas, midi et soir, et puis si en plus on me dit maintenant tu dois en manger le matin au petit-déj aussi, et puis au goûter, et puis maintenant tu vas en manger 2 à chaque repas. Il y a un moment donné, on va être écœuré, on n'aimera plus parce que le trop, même si c'est positif au départ, ça fonctionne pas, et puis c'est plus bon, et au bout d'un moment on n'aime plus en fait. Donc, il y a des choses comme ça. Le petit bisou du matin, le câlin avec les enfants, c'est 1 fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois. Puis au bout d'un moment, le gamin, il arrive et il nous fait « Ah, c'est bon, maman. » Voilà. Et là, on se dit « voilà, ça y est, tu l'as pu. » Et ça, on le voit souvent, les ados, à un moment donné. Mais c'est le cumul de la glace, quoi. C'est sympa, mais à un moment donné, il faut évoluer, quoi. La glace, on en a marre, quoi. Le câlin, il est pénible. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire. Ça veut dire qu'il faut changer, innover, écouter, demander quelle forme de câlin il veut, quel bisou, à quel moment, devant des gens ou pas devant des gens, exprimer que nous, ça nous fait du bien, de rappeler à quel point c'est important Enfin voilà, c'est de rediscuter, redonner de la valeur à des choses simples pour ne pas s'en lasser et donc finir par le rejeter alors que finalement, ils en ont besoin vraiment des câlins à tout âge, même des ados. Nous, à 18 ans, on se fait des câlins tous les jours. Mais sans exception, et ils sont ravis comme des gamins, quoi. Hein. Enfin, vraiment, on se serre dans les bras, bébé, quoi. Ils savent, on en a parlé, ils savent. Et puis, je vais pas faire ça devant leurs potes. Je vais pas. Enfin, voilà, il y a des heures possibles, il y a des moments possibles, d'autres non. Il faut aussi être à l'écoute des contextes, de l'émotion. Quand il est énervé, je vais pas lui dire, viens faire un câlin. Enfin, voilà. C'est aussi. Mais par contre, il y a des petits moments où ça passe pour tout le monde et on a trouvé le rituel et ça besoin de chacun, c'est ça que j'entends aussi. Justement, j'avais une question d'une maman sur quand j'ai annoncé le live qui me disait comment décoder les besoins de l'enfant et du coup voilà, moi ce qui me vient quand j'entends cette question, c'est quels besoins de l'enfant finalement la psychologie positive met en avant et comment les décoder, comment les sentir. Voilà, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, en fait, on se rend compte que l'enfant, il a déjà deux besoins prioritaires enfant. Enfin, clairement, enfin, le tout premier, essentiel et vital, puisqu'on a même prouvé que sans ce besoin-là, l'enfant peut mourir, c'est le besoin d'amour. Donc ça, c'est l'amour, c'est être aimé, se sentir aimé. Donc la première chose, et tous les parents, vraiment, vraiment, exprimez votre amour à vos enfants. Combien d'adultes, parce que bah voilà, quand on est psychologue, on côtoie aussi des adultes qui viennent nous voir plus tard. Et combien de fois on entend, moi je me suis pas sentie aimée, d'ailleurs j'ai jamais entendu je t'aime, et du coup ça les suit toute leur vie. Alors que finalement, on a l'impression qu'on aime nos enfants et qu'ils le voient, mais on ne l'exprime pas forcément suffisamment. Donc juste de dire à ses enfants, ah si tu savais à quel point je t'aime mon loulou, de faire des petits cœurs, d'écrire si on n'arrive pas à le dire, parce que peut-être qu'on n'a pas grandi nous-mêmes et on a du mal à le faire. Mais de faire des gestes d'amour, c'est déjà une chose, mais de l'exprimer, l'enfant a besoin aussi de l'entendre, de le lire, de le voir, de voir des petits cœurs, enfin, peu importe sous quelle forme, mais l'amour est nécessaire. Hein. Il y a vraiment des expériences qui montrent que on peut donner à manger, alors, sur des singes, etc., plus que des enfants. On n'a pas testé évidemment sur des enfants, mais on peut donner à manger à des jeunes bébés et pas d'amour, ou de l'amour et pas de manger. Le jeune singe va vivre plus longtemps avec l'amour sans le manger qu'avec le manger sans l'amour. Donc, du coup, c'est quand même pas rien. Alors que la nourriture, c'est vital. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est vital de partager l'amour à nos enfants. Donc, même si l'enfant a été colérique, même si l'enfant, le soir, il fait sa crise. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des situations. J'ai 3 enfants. Aujourd'hui, ils sont très grands. Hein. C'est plus des enfants, c'est des ados. Ils ont 16, 18 et 18. Donc, j'en suis plus là. Mais quand ils étaient petits, donc le plus jeune, Alban, le petit, nous faisait parfois des crises le soir, fatigué, énervé, un peu stressé, voilà, comme beaucoup d'enfants. Et des fois, j'étais à parler avec lui, à essayer de le calmer, etc. Et pendant que je lui disais, écoute, là, c'est plus possible, Alban, il va falloir que tu te calmes. Tu sais très bien à quel point on t'aime. Ça ne sera jamais remis en question. C'est pas une question d'amour, mais là, c'est plus possible. Mais toujours dire, tout le temps, c'est pas lié, en fait. C'est pas ce qu'on vit qui est lié à l'amour. Et l'amour doit rester inconditionnel. Ne surtout pas jouer sur bah, tu vois, quand tu fais ça, je t'aime moins. Ah, ça, c'est douloureux pour un enfant. Il faut surtout pas dire ce genre de phrase. C'est tout le temps rappeler, même quand bah, tu vois, là, tu n'as pas réussi ça. Pourtant, je t'aime de tout mon cœur, mais j'aimerais tellement t'aider à avancer sur ce projet-là. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aussi dans les devoirs, dans l'école, pour te motiver ou pour que le soir, ça se passe mieux coucher? Parce que vraiment, je t'aime tellement que pour moi, c'est important que tu sois heureux, en fait, et qu'on soit heureux ensemble. Rappelons l'amour tout le temps. Ça, c'est vraiment besoin fondamental. Ceci dit, il y a quand même un deuxième besoin. Et celui-là, puisque le premier est assez évident, pas toujours facile même si on le sait tous, c'est pas toujours facile à pratiquer, à exprimer. Dans certaines situations, on est en conflit avec ses enfants et tout ça, on finit par avoir du mal à dire à son enfant qu'on l'aime et c'est dommage. Donc ça, faut se forcer un peu, mais on en a conscience. Par contre, le deuxième besoin, c'est le besoin d'autonomie. Et c'est un besoin qui n'est pas évident ni à avoir conscience, ni à faire. Parce que ça veut dire un enfant va mieux apprendre, elle va mieux grandir, va mieux s'épanouir en lui montrant l'exemple et en le laissant faire quitte à ce qu'il se trompe, plutôt qu'en faisant à sa place ou en le punissant quand il se trompe. Quoi. Enfin, et donc du coup, pour être autonome, il a besoin d'expérimenter par lui-même. Et donc, il y a un exemple que j'avais bien aimé, c'était une construction de pyramide avec des cubes, où un enfant essaye, voilà, c'est le début, il est tout jeune, il essaye de faire sa construction de pyramide. Et un des parents, en fait, qui était dans cette expérience-là, c'était une expérience hein, justement de psychologie positive, en fait, l'enfant essaye et il n'y arrive pas. Du coup, il dit, regarde, tu vois, on fait comme ça, puis il fait la pyramide, et à la fin, il dit, ah, bravo, t'as vu, on y est arrivé. Donc, c'est génial, c'est ce que beaucoup de parents vivent. Mais l'enfant, il l'a fait, et il est content avec papa. Mais il n'apprend pas l'autonomie. Il apprend, quand j'ai besoin d'aide, papa fait pour moi. C'est comme ça qu'il entend. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'arrive pas à ranger ma chambre, papa, j'arrive pas à ranger ma chambre. Et puis, bah, du coup, papa, il vient, il râle, mais l'enfant, bah, pourquoi il ferait? Puisqu'il sait que papa va faire. Donc, du coup, il va juste attendre, aller traîner ses baskets, et papa va finir par ranger en râlant, mais il va le faire. Je pense que ça nous parle bien, ce texte-là. Je parle aux parents, je connais quand même beaucoup de parents dans mes parcours. Donc, par contre, le deuxième parent qui était là, en fait, son enfant est la pyramide, enfin la tour de cubes. Et il lui dit ah, c'est pas grave, tu n'es pas arrivé, on recommence. Comment tu peux faire? Allez, vas-y, essaye peut-être comme ça. Puis il lui montre une fois. Puis il lui dit ah, vas-y, je remets à côté, à toi de le faire. Puis hop, le petit le fait. Il met un troisième, puis ça, on me dit ah, c'est pas grave, on recommence. Ça arrive.
on fait des erreurs et c'est OK. Je suis sûre que tu vas y arriver. Allez, j'ai confiance et on y va. Puis il l'encourage et au final, il met peut-être plus de temps, l'enfant. Il va faire moins rapide au départ. Mais il va finir par réussir à faire sa tour parce qu'on y arrive toujours quand on est encouragé. Ça aussi, c'est un bon message. Tout enfant est capable de tout quand il est valorisé, encouragé. Et donc là, du coup, l'enfant, il construit sa pyramide. Le jour où il a un problème, il va pas dire ah, papa, j'arrive pas à ranger la chambre. Il va dire ah, bon, je vais essayer de faire ça. Bon, ça marche pas. Papa, comment je peux C'est faire? une sacrée nuance. C'est pas pareil. Comment tu ferais, toi, enfin, voilà, pour t'organiser? Comment tu faisais quand tu étais petit? Quand on est ado, on finit par poser des questions différentes. Mais et toi, quand tu étais jeune, tu n'avais pas ta chambre qui était comme ça. Et du coup, la question n'est pas la même. C'est pas la même attitude. Il se réapproprie quand même sa responsabilité depuis le bébé jusqu'à l'adolescence et l'adulte. C'est comment je vais faire pour faire les choses. Et oui, je peux demander de l'aide, de l'inspiration. J'ai pas besoin d'être seule, mais je dois être autonome. Je dois pouvoir apprendre par moi-même et enfin, apprendre à faire les choses par moi-même plutôt. C'est plutôt ça. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel dans les besoins. Nos enfants ont besoin d'autonomie. Et c'est pour ça que leur donner la petite cuillère, même si elle mangeait partout pareil, il y a une étape où à un moment donné, il faut le laisser mettre partout et le corriger, lui réapprendre et tout ça. Mais on ne va pas lui donner à la petite cuillère jusqu'à 10 ans. Et donc, on finit toujours par lâcher et se dire, bon, bah, allez, vas-y, mets-en partout et on nettoiera. Mais il ne faut pas tout nettoyer non plus. Quand il grandit, il faut lui faire nettoyer ses bêtises. Comme ça, il commence à se dire, ah, j'en ai marre de nettoyer, je vais faire un effort. Donc, c'est toujours comme ça. C'est être présent, toujours. Ça, et la présence, c'est toujours aussi important. Il y a le besoin de sécurité, du coup, en troisième besoin qui est derrière ça. L'enfant a besoin de se sentir sécurisé. C'est-à-dire que je peux prendre des risques, mais je sais quoi qu'il arrive, je suis en sécurité. Ça, c'est hyper important. Dans le parc, il peut faire ce qu'il veut. On peut le laisser prendre des risques, mais par contre, être à côté, lui dire, écoute, fais attention, mais je suis là, quoi. Enfin, voilà. Par contre, fais pas n'importe quoi quand je suis pas là. C'est juste ça qu'il faut quand même leur apprendre au début, parce que je vais être là pour t'aider à prendre ton envol et ton autonomie, mais je vais être là pour t'apprendre à bien le faire, en fait. Et au cas où, à un moment donné, tu te rates, je suis quand même là pour récupérer. Donc ça, c'est OK. Mais du coup, il y a le besoin de sécurité quand même, de la présence du parent, son amour, sa présence, mais sa liberté, quoi. C'est vraiment cet équilibre. Si déjà, on avait ces trois-là, oh, mais le monde serait tellement différent. Après, il y en a pas. Mais déjà, tous les enfants se sentaient aimés, sécurisés et indépendants, enfin autonomes, parce qu'indépendant, c'est un autonome, c'est-à-dire capable de faire des choses seul, même en présence des autres. Hein, ça ne veut pas dire seul ou rejeté. C'est vraiment, je suis capable de faire mes devoirs seul. Enfin, voilà. Moi, mes enfants, on les a fait grandir dans cette autonomie dès le plus jeune âge. Je crois que dans toute ma carrière de parent, je n'ai jamais aidé mes enfants à faire un seul devoir. Et ça, je trouve ça toujours incroyable quand je dis ça aux gens qui me disent ouais, je suis sûre que tu mens, c'est pas possible. Mais jusqu'à le bac, quoi. Mes filles, elles ont eu le bac. À aucun moment, on s'est posé à table à faire les devoirs avec eux. Parce que très petit, on leur a appris, si tu as besoin d'aide, tu viens nous voir. Donc, de temps en temps, ils sont venus nous voir pour nous demander, bah, là, comment je peux faire, etc. Mais sinon, ils ont cherché, ils ont appris. Et quand ils nous demandaient, bah, là, je sais pas, on leur disait pas, bah, fais comme ça. On leur disait, bah, tiens, bah, et tes copains, comment ils ont fait? Est-ce que tu leur as demandé? Et si tu demandais à la maîtresse pour pouvoir avoir la réponse, ou essaye, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu apprendras de ton retour. Mais on faisait pas les exercices à leur place, quoi. C'est ça que je veux dire. On n'était pas là toujours derrière eux à voir s'ils faisaient ou pas. Même des fois, s'ils faisaient pas, moi, je préférais qu'ils ne fassent pas, qu'ils se retrouvent à l'école en n'ayant pas fait, qu'ils ressentent la honte de ne pas avoir fait pendant quelques minutes. Hein, c'est jamais dramatique les premières fois. Et du coup, se dire, ah non, la prochaine fois, il faut que je le fasse quand même. Donc, même pourquoi ils doivent le faire, c'est pas parce que je leur dis de le faire, c'est parce qu'ils ne le font pas, ils vont être décalés, il va manquer un truc. Voilà, c'est ça le aussi. C'est donc être présent, mais pas omniprésent. Ouais, c'est ça. J'entends que c'est trois grosses briques pour permettre aux enfants d'être heureux finalement. On peut le dire comme ça. Exactement. Et leur heureux maintenant et heureux à l'avenir, parce que c'est toujours dans les deux. On va penser graines qu'on sème, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, mais que plus tard, on prend conscience que, ah, bah oui, c'est parce que j'ai fait ça toute ma vie que il en est là aujourd'hui. Mais des fois, il faut être patient, il faut être répétitif. Et je crois qu'une des forces d'un parent, c'est la persévérance. Et ça, et vraiment, j'ai envie de vous rassurer les parents qui des fois se remettent en question, se disent, je suis nulle, j'en ai marre, ça marche pas. Là, là. C'est qu'en fait, aucun enfant n'apprend en une phrase. Aucun enfant n'apprend en une seule fois les choses, en fait. C'est la répétition, c'est de l'éducation. C'est pour ça qu'on parle d'éducation. Donc, c'est normal de devoir répéter, mais il ne faut pas arrêter de répéter. Avec amour, mais de répéter. Faut continuer. Avec amour, avec bienveillance, avec de la pédagogie, avec des bons mots, communication bienveillante. Mais c'est normal. Un enfant, au début, il ne comprend pas. Enfin, c'est
c'est comme apprendre à marcher. Il n'a pas marché dès qu'on l'a mis debout. Il s'est planté combien de fois avant de réussir à marcher? Et ça, on trouve ça normal. Bah, du coup, c'est pareil, avant de faire des bons calculs de maths, pourquoi il y arriverait du premier coup? Bah, il va y arriver, il va pas y arriver, il va y arriver, pas y arriver. Des fois, c'est plus facile, d'autres fois, non. On est là, on les accompagne, on répète. La compréhension d'un truc va être facile, puis on ne sait pas pourquoi la compréhension de l'autre truc, il va falloir le répéter 10 fois. Alors, je sais pas, en fait, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, on reprend. Débarrasser la table, si j'arrête au bout de 3 fois, il va arrêter de débarrasser la table. Ben non, c'est tous les jours, tout le temps. On répète, tant que si pour nous c'est important. Mais après, il y a un moment donné, si ça passe pas, c'est peut-être qu'on le dit pas de la bonne façon ou qu'on n'a pas touché le levier de motivation. Il y a des façons de dire les choses. Et là, peut-être qu'il faudra trouver des clés. Parce que répéter et au bout de 50 fois n'avoir aucun résultat, c'est que c'est pas la bonne façon. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire qu'il faut changer sa façon de faire. Et là, bon, on peut se faire aider par des coachs, des thérapeutes, des livres, des émissions télé. Enfin, tester. Mais restez pas sur qui disait Albert Einstein, je crois, enfin je sais plus lequel, qui disait si vous faites toujours la même chose, j'adore cette citation, c'est exactement ça, hein, c'est de pouvoir se remettre en question, essayer autrement, expérimenter, et tout ce que tu dis là, ça passe par c'est intéressant parce que ça passe par l'expérience. C'est pas en disant à l'enfant il faut que tu marches et en lui expliquant comment il doit faire pour marcher qu'il marche. C'est en expérimentant, en se trompant qu'il arrive à marcher. Et c'est la même chose pour les maths, mettre la table ou peu importe. Hein, c'est pas toujours de la mauvaise volonté, c'est juste parfois vraiment une question d'apprentissage. Et ce qui passe par l'expérience, c'est l'autonomie finalement. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est intéressant. Pardon. Puis c'est rassurant pour un enfant de se tromper, de faire des erreurs, d'avoir même un accident de vélo ou quoi quand il est petit et dans un cadre sécurisé. Il y a des parents qui ont tendance à surprotéger leurs enfants pendant très longtemps en disant plus tard il commencera à faire des trucs comme ça, mieux ce sera. Et en fait, ça a l'effet pervers d'avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'un enfant apprend tôt à faire ses erreurs, puis il apprend tôt à ne plus les refaire et donc à être moins en danger. Parce que plus on grandit, la même erreur peut être risquée. Donc grimper un arbre, si on lui apprend à bien saisir les branches, enfin, c'est très basique hein, ce que je dis, mais tout le monde ne fait pas ça, mais si on lui a toujours empêché d'aller dans les arbres et qu'à 15 ans, il voit un pote qui va dans les arbres et il se dit « Ah, il faut que j'y aille », et il y va, mais en fait, il n'a jamais fait ça, et d'un coup, il est en panique totale, et ben là, il tombe, il se casse une jambe, quoi. Alors que si on lui a appris petit à petit, de façon sécurisée, accompagnée à le faire, et qu'un jour, ça lui prend de se dire « Allez, je vais faire un truc avec mon pote », il aura appris les bons trucs, et puis il saura, il aura la voix des parents qui va venir « Attention, là, quand tu vas sur une petite branche, elle se casse. » Enfin, voilà, donc n'attendez pas trop tard pour oser lâcher prise sur les risques à prendre de vos enfants, en fait. Laissez-leur prendre quelques petits risques en votre présence. C'est mieux que de tout contenir et que le jour où ils le fassent, ils ne sachent pas comment faire quand vous n'êtes pas là. Donc, moi, je pense que c'est important d'être présent dans l'apprentissage des erreurs et des dangers. Oui, c'est ça qui s'utilise aussi. Donc, pour les 3 grosses briques. Et donc, cette maman qui demandait comment décoder ses besoins, j'imagine que ça passe par l'état émotionnel. Ouais. Oui, c'est l'observation. On dit souvent, alors ça pareil, ça doit pas être, pour toi ça doit être évident, mais pour les gens ça l'est pas forcément, mais souvent que dès que vous voyez un changement de comportement par rapport à une habitude de comportement d'un enfant, quel qu'il soit, n'importe quel changement de comportement traduit quelque chose lié à ses besoins, en fait. C'est-à-dire que si tous les jours, quand il rentre de l'école, l'enfant, il a l'habitude, il pose son sac. C'est même pas un truc joyeux ou je sais pas quoi, mais il a ses petites habitudes, il pose son sac, il va faire son truc, il va regarder son petit dessin animé, faire ses devoirs et tout ça. Puis là, ce soir-là, il rentre, il prend son sac, il le balance violemment. C'est un tout petit geste qui change du quotidien. Ou alors, il prend le sac, il va dans sa chambre et il ferme la porte. Il fait pas comme d'habitude. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Il a un besoin qui est frustré. Il a besoin de quelque chose, on ne sait pas quoi. Donc, n'importe quel changement de comportement par rapport à une habitude est déjà un premier symptôme, c'est un grand mot, mais un signe. Voilà. Il y a quelque chose à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que c'est grave, parce que parfois c'est juste temporaire, mais il se passe quelque chose. Sinon, l'enfant, il fait la même chose que d'habitude. Donc, il y a quelque chose à identifier. Et après, le comment, c'est de parler. Alors, il n'y aura jamais, jamais d'autre meilleure solution que d'exprimer, de parler, de poser des questions sans forcer, de proposer, de laisser des espaces, de dire, écoute, si tu as envie de revenir vers moi, tu reviens vers moi quand tu le sens. Et l'enfant, il saisira le bon moment à un moment donné, en fait. Mais il ne faut pas arrêter là aussi de le répéter. C'est-à-dire que l'enfant qui s'enferme dans son silence, lui dire écoute, si tu as envie d'en parler, en tous les cas, je suis là. Puis revenir régulièrement. Tu veux qu'on en parle de ce qui s'est passé l'autre jour? Si tu veux pas, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Si c'est plus à l'aise pour toi, tu peux me l'écrire aussi, selon l'âge. Dessiner d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà, mais toujours laisser
Et si tu préfères, tu peux en parler avec papa ou avec tata, enfin voilà, selon avec qui il est proche, ou papy, mamie. Mais en tout cas, si tu as quelque chose à dire, vaut mieux que tu le libères, même pour toi, ça sera mieux. Et d'essayer de faire parler l'enfant sur ses propres besoins, parce que lui, il ne sait pas ce que c'est un besoin. Il ne sait pas ce que c'est une émotion, il sait pas. Par contre, il sait que quand il y a un truc qui est bloqué, quand il parle, il sent que ça fait du bien. Donc du coup, quand il va réussir à parler, il va sentir que ça fait du bien. Et si petit à petit, à chaque fois, il comprend que j'étais pas bien, j'ai parlé, ça m'a fait du bien, bah, il va intégrer ça toute sa vie. Et ça aussi, c'est une clé magique, quoi. Ne pas garder en soi ses émotions, apprendre à les verbaliser, à les partager. Mais par contre, ne stoppez pas les émotions nettes quand elles se présentent. C'est-à-dire que si votre enfant il dit j'ai été nul, je me sens coupable, non, non, pas du tout, t'as pas été coupable, ça sert à rien. Oui, non, mais je comprends. Mais qu'est-ce qui te fait que tu te sens coupable? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mais alors du coup, tu aimerais te sentir comment en fait? Est-ce que finalement, tu n'as pas fait de ton mieux? On l'aide à réfléchir, mais il ne faut surtout pas surprotéger émotionnellement non plus son enfant. C'est ce gamin qui t'a tapé, enfin, voilà, c'est super, mais c'est pas de ça qu'il a besoin tout de suite. Il a besoin d'être entendu dans il m'a bousculé à l'école, c'était pas agréable, je sais pas su quoi faire. Puis les autres, ils ont rigolé. Les parents ont souvent tendance par instinct de protection, et c'est normal, je le comprends. Là, c'est le côté animal en nous, on protège nos enfants, quoi. Mais la première chose dont l'enfant a besoin, c'est pas qu'on aille punir, appeler l'école, les autres. Enfin voilà, ça, c'est pas montrer forcément la meilleure réaction face à ce genre de situation pour lui plus tard. C'est vraiment d'être à l'écoute. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu penses que tu aurais pu réagir différemment avant pour éviter cette situation? Est-ce que après coup, tu aurais pu dire quelque chose ou faire quelque chose, tu penses, ou peut-être pas? Bon, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie que tu te sentes bien. Est-ce que tu as envie que j'intervienne? Est-ce que tu veux que je parle à l'autre enfant? Est-ce que voilà, parce que peut-être l'enfant il va vouloir, Des fois, ça leur fait peur et du en coup, ils veulent fait. plus en parler. D'ailleurs, quand on leur dit, je vais aller voir la maîtresse. C'est intéressant. Voilà, c'est ça. Et après, on sent un vrai danger, on a quand même notre responsabilité. Je veux dire, écoute, est-ce que ça te va si je vais les voir? Puis il se dit, oh non, je préfère pas. Je dis, ouais, mais là, quand même, ça a été un petit peu loin. Alors, vraiment, si tu veux, je parlerai que de ça et que comme ça. Mais je pense qu'il faut quand même que j'aille voir la maîtresse parce que c'est important. Et, maintenant, on va faire attention pour que ça se reproduise pas. Enfin, mais amenez-le avec des mots qu'ils comprennent, qu'ils l'entendent et qu'ils l'intègrent plutôt que frontalement, là aussi. Donc, voilà, il y a un besoin d'expression de ses ressentis et d'écoute, de se sentir écouté dans ses besoins. Par rapport aux besoins, c'est observer, écouter et parler et faire parler, en fait, questionner, en fait, voilà, interroger régulièrement. Et donc, c'est ce qui rejoint avec ce qu'on disait tout au début, rien que dans les kiffs du jour, etc. On peut faire un kiff et un petit moment qui n'a pas forcément été agréable pour pas faire un équilibre. Vaut mieux rééquilibrer à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de faire 3 négatifs pour un positif. Là, le soir, nous, on va réhabituer à faire 3 positifs pour un négatif. Mais le négatif, c'est pas pour dire c'est pas bien. C'est pour apprendre comment gérer les situations moins confortables. Et donc, ça va être, ok, tu as ressenti, ok, bon, ben, écoute, c'est bien, merci déjà de nous le partager. Et, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider par rapport à ça? Et du coup, oui ou non. Si c'est non, on respecte. S'il n'y a pas de danger, je sais pas, moi, mes filles qui se disputent avec leurs copines à un moment donné, je les écoute, elles me parlent, oui, elle a dit ci, elle a dit ça, tatata. Et est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose? Non, non, bah, c'est bon, ça va se régler. Écoutez, en tout cas, si vous avez envie d'en reparler, je suis là. Mais, et à côté de ça, j'ai une des mamans qui est venue me voir dans un moment où on se croise. Elle me dit, oui, dis donc, t'as vu, nos filles, elles sont disputées. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et je dis, bah écoute, rien. Enfin, elles sont assez grandes et indépendantes pour. Enfin, en tout cas, moi, les miennes, elles m'ont dit que c'était OK pour elles. Et ah ouais, d'accord. Bon, elles se sont un peu détachées. Puis finalement, quelques mois plus tard, elles se sont retrouvées. Et puis voilà, il n'y a pas eu de drame. Après, j'ai bien vu que ce n'était pas des grosses souffrances. Donc, c'est aussi en fonction des moments. Mais comme je disais, leur proposer, et selon la gravité, on agit ou on n'agit pas, mais toujours en connivence avec son enfant, quoi qu'il arrive. Ça dans le respect, finalement, de là où il en est, de ses souhaits aussi. Finalement, c'est de naviguer entre ce que tu disais, les 3 besoins, là, fondamentaux, l'amour, l'autonomie et la sécurité, de voir d'évaluer à chaque fois. Si on veille déjà à ces 3 gros besoins-là, ces 3 énormes briques-là, généralement, voilà, on arrive à. Mais on peut le faire pour nous aussi, c'est ça qui est intéressant dans la psychologie positive. De l'attention sur les éléments positifs de son quotidien. Et là, on est bon. Les besoins et l'intention et l'attention positive, là, c'est super. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé là. Donc, si je résume en gros, c'est donner de la place aux émotions agréables et pas les limiter à la joie. Ou tu disais la joie, la fierté, généralement c'est ce qui ressort, mais il y en a plein d'autres.
Donc d'explorer un peu toutes les nuances autour des émotions et les apprendre aux enfants aussi. Euh, donc dans les choses qu'on peut expérimenter très très rapidement, c'est 3 choses agréables le soir au repas ou en tête à tête le soir quand on couche l'enfant. Il y avait ça, il y avait le pour soi, les 3 gratitudes le soir avant de se coucher, de regarder tout ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas ou pas encore ou pas comme on voudrait, de mettre l'accent aussi sur ce qu'on a, de faire confiance à notre cerveau, il verra bien, il continuera de bien de voir le négatif, ça y est, pas de souci. Mais de voilà, mettre l'accent, d'entraîner notre cerveau finalement, comme quand on apprend à faire du vélo, d'entraîner notre cerveau à voir aussi tout le positif qu'on a dans nos vies et on en a beaucoup, souvent beaucoup plus qu'on le voit. Donc c'est vraiment un apprentissage. La persévérance, la répétition, la patience. C'est ça, et les C'est 3 important. besoins fondamentaux que tu disais, hein, l'amour en tout premier, le respect, pardon, pas le respect, tu disais l'autonomie et la sécurité. Bah, si déjà ça peut vous donner quelques clés, rien qu'avec ces éléments-là, en 1 heure, on ne peut pas changer le monde. Mais je pense que tout commence par un premier déclic. Et s'il y a eu une pour les personnes qui nous regardent, je me dis qu'on a déjà semé des graines et que ces personnes ont des graines à leurs enfants et à d'autres. Et c'est comme ça. Donc, merci à toi de contribuer voilà, avec ces différents partages que je sais que tu fais aussi avec des autres lives, avec Papa Positif toutes les semaines, avec voilà, tous tes livres, tes podcasts. J'adore les méditations aussi pour les enfants, pour les parents. Tout ça, c'est des actions qui sont essentielles pour le monde. Donc, bravo. De même, merci à toi, Cécile. Et c'est vraiment, là, si j'ai un dernier conseil à donner par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un coup parce que sinon on n'y arrive pas. C'est vraiment dans ce qu'on s'est dit là, de choisir une chose, juste une, d'abord pour commencer, et d'essayer de l'appliquer pendant plusieurs jours et puis voir ce que ça donne. Et une fois que ça sera ancré comme habitude, d'aller rajouter notre habitude. Petit pas par petit pas, c'est la meilleure façon pour avancer et pour changer petit à petit notre quotidien. Voilà, écoute, merci beaucoup à toi, Cécile, et au plaisir de te retrouver dans tes différents messages. Les messages en commentaire, là, des gens qui disent merci, tout ça. Merci à vous d'avoir assisté en direct et bon replay aux autres. Et à bientôt, n'hésitez pas. Moi, vous pouvez me retrouver sur Cécile Neuville, sur tous mes réseaux. Oui, sur Instagram, sur Facebook. Ouais, je suis encore plus sur Facebook que sur Instagram si vraiment vous voulez être rapide. Mais voilà, puis après, j'ai mon site cécileneuville.com. Et tous les petits livres, les petits comme ça, qui sont vraiment super bien faits. Ouais. Donc, mon petit cahier pensée positive pour les parents. Mon cahier pensée positive donc pour les adultes en général. La Bible de psychologie positive qui je trouve accessible à tous. Hein. Franchement, il y a plein de pépites, plein tu as l'art de prendre les choses scientifiques, tu vois, et de les rendre hyper accessibles. Et c'est ça, dans ce livre-là, c'est vraiment une pépite. Je suis c'est ce qui soit retenu de ce livre parce que ça aurait pu être très théorique et je voulais pas que ça soit théorique, je voulais que ça soit tout en étant très sourcé et tout, donc c'est vraiment hyper agréable parce que du coup ça donne confiance, on se dit ouais c'est de vraies études scientifiques et en même temps tu le rends très concret avec des façons de le mettre dans notre quotidien finalement. Donc merci à toi pour tout ça et puis franchement n'hésitez pas, c'est des valeurs sûres. Au revoir. Merci à toi, merci à tous.